dans la ville de Hama, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, posons la question justement de savoir si Saddam Hussein peut ou non avoir la bombe atomique. Bruno Fuchs. Depuis longtemps, très longtemps, Saddam Hussein rêve de rejoindre le club des pays possesseurs de la bombe atomique. Premier espoir, la filière française. En 1974, les deux pays se rapprochent, le courant passe entre Jacques Chirac, alors Premier ministre, et le président irakien. La France s'engage à livrer une centrale nucléaire de 11,5 milliards de francs. Le tout placé sous la surveillance de l'agence de Vienne. Une surveillance plutôt distraite, car les informateurs israéliens bientôt s'agitent, le gouvernement s'inquiète, il décide d'intervenir. There won't be another Holocaust in the history of the Jewish people. Never again, never again. 16 avions israéliens sont en vue de la centrale de Tammuz. L'attaque peut commencer. Le réacteur français sur le point d'entrer en service est complètement détruit. La centrale ne sera jamais reconstruite. Saddam a un autre plan. Ces nouvelles filières, le Brésil, le Portugal et le Niger, auxquels il achète 1000 tonnes d'un produit appelé le Yellow Cake. Plus besoin de centrale, plus besoin de réacteurs. Après transformation du Yellow Cake, on obtient de l'uranium enrichi. La technologie est brésilienne. Le résultat, 2 tonnes d'uranium à bombe. Restent les détonateurs. Saddam affirme en avoir. Il les exhibera même en public. Ainsi, il semble avoir tous les éléments indispensables à la constitution d'une bombe atomique. Mais la question est maintenant de savoir s'il sait déjà comment les faire fonctionner. نحن لم نقل هذا في أي وقت وإنما قلنا إذا ما ضربت إسرائيل العراق أو هددته بالقنابل النووية التي تمتلكها فلدينا من الأسلحة القادرة على أن تحرق نصف إسرائيل. Donc Saddam Hussein, le 8 juillet dernier, nous déclarait « Je n'ai pas la bombe atomique ». Est-ce qu'il faut le croire dans ce cas précis, Alexandre de Marange? Il a dit qu'il n'avait pas la bombe atomique parce que cette fois-là, il a dit la vérité, tout simplement. Il a failli l'avoir. Bah, il l'aurait s'il continuait et si on ne l'opérait pas, comme je disais tout à l'heure. C'est sûr, il a envie de l'avoir, en tout cas. Mais est-ce qu'il a les composants qui pourraient lui permettre? Mon cher, il y a des tas de gens extrêmement dangereux et aussi dangereux que lui. Je ne citerai personne par charité. Bon. Qui sont sur le point d'avoir la bombe atomique. Quand je dis sur le point, je veux dire dans les 5 ans qui viennent. Soyez pas charitable, justement, ça nous intéresse. Mais si, dans le fameux nouvel ordre mondial dont tout le monde parle, et on ne parle que du bon côté des affaires, moi je voudrais vous dire un mot sur le mauvais côté des affaires. C'est que si dans ce nouvel ordre mondial, nous n'avons pas un système où on empêcherait des dictateurs ou des organisations comme la mafia, par exemple. Vous savez très bien que toutes les grandes inventions commencent par être gigantesques et deviennent miniaturisées. Qu'est-ce qu'on fait si un jour la mafia, le colonel Kadhafi, par exemple, c'est pas ça bien au hasard dans ma pensée, s'il a, demain, il est sur le point d'avoir des petites bêtes, n'est-ce pas, qu'on peut répondre dans Paris, puis on a tous des anthrax et on meurt, etc., ou des armes chimiques, ou introduire un véhicule nucléaire. Parce que, attention, une bombe nucléaire, c'est pas forcément avec un missile ou un avion. On peut peut-être la bricoler quelque part dans une cave à Paris, ou à Londres ou à New York. Eh bien, je dis que dans le nouvel ordre mondial, il faut que ce nouvel ordre comprenne un système qui empêche des fous ou des organisations terroristes de terroriser le monde libre et les démocraties un peu molles dans lesquelles nous avons le plaisir de vivre. Ça fait longtemps que ça dure et ça n'a pas beaucoup été régi par ce fameux nouvel ordre mondial dont parlait George Bush il y a quelques jours. Mais Alexandre de Marange, quand vous étiez aux affaires, vous par exemple, est-ce que... J'en discutais déjà avec le FBI, parce que j'avais aussi, mon rôle était aussi de discuter avec le FBI. Et je me souviens très bien qu'une des séances avait été à ma demande d'ailleurs, quand est-ce que des armes dangereuses seront suffisamment petites pour qu'on puisse les transporter comme ça assez facilement? Et la réponse avait été autour des années 90, nous y sommes. Et alors, vous aviez des patrons qui étaient à ce moment-là les présidents de la République qui se sont succédés dans ce pays.
Est-ce qu'à un certain moment, il a été envisagé justement que vous vous en preniez, que vous opériez, comme vous dites dans votre langage, Non, que vous opériez des gens comme Kadhafi qui étaient déjà en place, comme Saddam Hussein qui était déjà en place, comme Hafez el-Assad? Alors, non, mais il faut différencier tout à fait le colonel Kadhafi, n'est-ce pas, qui est un homme un peu parano, un peu mystique, le grand empire arabe du désert, n'est-ce pas? Enfin, vous connaissez toutes ces affaires. Bon, mais il ne faut pas oublier, je crois, parce que nous sommes ici pas pour faire du sensationnel et amuser les foules, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour parler sérieusement ce soir. Il ne faut pas oublier, il faut voir toujours le pour et le contre. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a 4 ans, n'est-ce pas, nous étions enchantés d'avoir Saddam Hussein armé à 90% par les soviétiques, mais peut-être à 10% par nous. Nous étions très contents de l'avoir pour arrêter les hordes iraniennes animées par les fous de Dieu. Et fortement soutenu par les régimes politiques qui se sont succédés en France depuis 15 ans. Il ne faut pas oublier ça. Alors, que maintenant cet homme soit devenu tout à fait un autre homme, et probablement que son évolution paranoïaque, comme toutes les maladies méchantes, n'est-ce pas, évolue en mal toujours, soit un homme différent. Mais encore une fois, nous avons été très contents de le trouver il y a quelques années pour faire le boulot que nous ne voulions pas faire. Vous-même, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. On peut savoir dans quel cadre, de quelle mission? Écoutez, est-ce que je peux m'étendre une seconde là-dessus, n'est-ce pas? Parce que c'est notre ami tout à l'heure va donner des détails sûrement plus intéressants encore, mais c'est un homme dur. C'est un homme qui est de la région de la montagne, qui est de Tikrit, ainsi que toute son équipe d'ailleurs. Ce sont tous d'ailleurs, quand vous voyez les noms, vous voyez le Tikriti à la fin. Ils sont tous bon. Et alors, c'est une région de la montagne qui a eu un personnage célèbre, pendant le plus grand capitaine du monde arabe, n'est-ce pas, Saladin. Alors évidemment, quand on se réfère à Nabucodonosor, à Saladin et un certain nombre de gens comme ça, on se sent des ailes, si vous voulez. Et il ne faut pas oublier que cet homme a tout de même à sa disposition, et c'est le cas des dictateurs, un pays tout à fait extraordinaire. C'est, je le rappelle, parce que souvent on ne dit pas des choses essentielles aux gens, je rappelle que l'Irak est le seul pays qui soit en même temps très riche en pétrole et très riche en eau. Car il se trouve, peut-être Allah l'a voulu ainsi, que les pays qui ont du pétrole n'ont pas d'eau et que les pays qui ont de l'eau n'ont pas de pétrole. Or, l'eau, c'est plus important encore que le pétrole parce qu'on peut à la rigueur se passer le pétrole. L'eau, on ne peut pas s'en passer plus de 48 heures comme nous savons. Et là, il y a le Tigre, il y a l'Euphrate, il y a un bassin très, très fertile. Absolument. Et le maître de l'eau, il faudrait un jour qu'on en parle, cher monsieur, peut-être dans une autre émission stratégique sur le Moyen et le Proche-Orient, le maître de l'eau, et j'emploie l'expression un peu littéraire, mais aussi de la région, le maître de l'eau, et qui sera le grand pays d'avenir dans la région, c'est le Turc. Car toutes les rivières du Proche et du Moyen-Orient viennent des hauts plateaux anatoliens en Turquie.